Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être ici aujourd'hui pour cette séminaire des restitutions sur les projets TRAP, dont l'acronyme signifie Training for Apprentice. C'est un projet qui s'est donné comme objectif de sécuriser et promouvoir la mobilité longue des apprentis en cours de formation. Quelques petites consignes au sujet du webinaire pour démarrer. Sachez que on m'entend pas. Sachez que le webinaire est enregistré. Les participants reçoivent automatiquement un lien pour visionner les replays à la fin de la réunion. Vous pouvez poser vos questions via les chats de cet outil et nous y répondrons à la fin de la présentation. Vous pouvez avoir le support de la présentation, il est disponible sur demande, il suffit de nous écrire. Et enfin, les guides et les outils qui sont présentés aujourd'hui lors de ces webinaires, ils sont téléchargeables sur la plateforme CMA Coopération et notamment sur la page du projet TRAP. Donc, TRAP est un projet, comme on l'a expliqué, qui se propose d'étudier les freins et les obstacles à la mobilité longue des apprentis. Nous savons que la mobilité longue des apprentis est un phénomène qui se développe depuis une quinzaine d'années, mais on a encore un nombre très limité d'apprentis qui bénéficient d'une expérience professionnelle à l'étranger pendant leur formation. Et cette expérience, elles sont souvent très courtes. On parle de 2 à 3 semaines. Donc, l'objectif de notre projet est d'étudier les obstacles, de les identifier et apporter des solutions pour réaliser de mobilité qui étaient au moins de plus de 4 semaines. Le premier des obstacles que nous avons étudié, c'est celui qui concerne les cadres légaux de l'apprenti. Quand on parle de mobilité, on veut identifier qui est le responsable de l'apprenti pendant son temps de travail à l'étranger, qui doit l'assurer et est-ce que la responsabilité légale change-t-elle en fonction de la durée de la mobilité? Comme vous allez le voir, il y a une évolution du cadre législatif du français qui a impacté les réponses que nous avons apportées à cette question. Par ailleurs, nous savons qu'un apprenti est une ressource humaine importante pour son entreprise et au moment où il part pour une expérience de mobilité à l'étranger, il laisse, entre guillemets, un vide. Donc, son entreprise de départ se retrouve avec un affectif de moins. Et ces problématiques freinent les entreprises et aussi les apprentis à s'engager dans ce type d'expérience. Et donc, nous avons souhaité étudier des solutions pour lever cet obstacle. L'apprenti est aussi un salarié, mais qui réalise une formation au sein d'un CFA. Et donc, il est nécessaire d'intégrer la période de mobilité dans le parcours scolaire de l'élève. Comment faire? Comment déterminer les compétences qu'il va acquérir à l'étranger et s'assurer qu'elles soient conformes ou complémentaires à celles qu'il devait acquérir pendant la même période s'il était resté dans son pays d'origine. Et enfin, la mobilité internationale apporte à l'apprenti des compétences et un savoir-faire qui doit être valorisé dans son dossier pédagogique et dans son CV. Plus la mobilité est longue et plus c'est nécessaire que les compétences acquises contribuent, par exemple, à l'obtention de son diplôme, quand cela est possible. Cela sont les 4 obstacles qui nous avons essayé d'étudier dans les cadres de TRAP et qui ont généré 4 axes de travail différents et donc aujourd'hui, on vous propose les solutions que nous avons apportées à toute cette question. Avec moi, il y a Lucien Boichet et Claire Chalonde qui animeront cette présentation avec moi. Sachez que TRAP, c'est un projet qui a démarré en septembre 2019. Il s'agit d'un projet de coopération européenne financé par le programme Erasmus+. Le projet devait durer 24 mois. Nous avons obtenu une extension de 6 mois à raison de l'impact
de la pandémie sous le projet et le pilotage a été assuré par la Chambre des métiers de l'artisanat d'Auvergne-Rhône-Alpes et notamment par les départements Lyon-Rhône et les partenaires impliqués. Donc en France, nous avons la CEPR, les rectorats de Lyon. Nous avons également en Italie Uniser, Omnia et BWHW qui sont soit des écoles de formation ou alors des organismes qui facilitent l'organisation de la mobilité. Je laisse la parole du coup à Lucien Boissier pour vous présenter le premier axe de travail. Oui, bonjour à tous. Donc, un des premiers aspects qu'on a souhaité étudier, bien sûr, avant de mettre en place ces mobilités qui étaient du coup des mobilités longues, de plus de 2 mois qui étaient envisagées, bien sûr, c'était que chaque pays puisse faire un état des lieux du cadre juridique de l'apprentissage dans son pays et des conditions juridiques justement pour permettre la mobilité d'un apprenti sur une durée de plus sur une durée de 2 mois dans un des pays partenaires qui était concerné par le projet. Du coup, l'objectif de ce travail préalable, c'était justement de lever, avant toutes les mobilités, de lever tous les obstacles juridiques qui auraient pu exister et de trouver des solutions au sein de chaque pays. Donc, je ne vous cache pas que finalement, la problématique juridique, c'est une problématique sur laquelle, je pense, la France, on est très soucieux de cette problématique-là, et c'est quelque chose qui pose souvent un peu moins de problèmes à nos partenaires. Et on va voir que dans les solutions qui ont été trouvées, justement, le projet s'est mis en place au même moment que des dispositions liées à la réforme de l'apprentissage de 2018 sont venues s'appliquer, notamment pour la France, et ça a eu un impact effectivement sur le projet. Donc ça, c'est un point sur lequel on fera un focus tout à l'heure. Donc, pour vous expliquer rapidement comment on a procédé, donc dans un premier temps, si Sarah, je veux bien changer de diapo, donc dans un premier temps, on a fait une étude sur le cadre juridique de l'ensemble des situations de mobilité qui étaient envisagées sur le projet. Donc, la mobilité d'un jeune Finlandais dans une entreprise française, la mobilité d'un Finlandais dans une entreprise italienne, la mobilité d'un Finlandais dans une entreprise allemande, et ainsi de suite. Et pour voir si, en fonction aussi bien des conditions d'envoi du pays d'origine que des conditions d'accueil du pays d'accueil, il y avait des éléments spécifiques à organiser, des obstacles à lever, en prenant aussi en compte la possibilité que l'apprenti qui vienne en mobilité, ce soit aussi un apprenti qui ne soit pas forcément de la nationalité du pays de départ. On pourrait tout à fait imaginer que le partenaire finlandais qui envoie un apprenti en France, l'apprenti qui est en centre de formation en Finlande soit en fait... Ouvre ton micro, monsieur. Donc, est-ce que vous m'entendez mieux ? Alors, donc, je pense que ça va être mieux là. Donc, on m'avait informé que vous ne m'entendiez pas, donc notre système là. Donc, je ne sais pas s'il faut que je reprenne tout depuis le début. Je ne sais pas s'il y a des retours là-dessus, Charlotte, non ? Bon, donc, ce que je voulais dire, c'est que dans un premier temps, effectivement, l'étude du cadre juridique de chaque situation de mobilité, elle a été faite dans l'objectif d'étudier aussi bien les conditions d'envoi de l'apprenti, par exemple, quand un Finlandais va dans une entreprise française. Donc, l'idée, c'était que le partenaire finlandais nous dise quel était le cadre juridique pour permettre à ce jeune Finlandais, en tout cas ce jeune en formation en Finlande, de venir en France.
Et du coup, ça devait concerner aussi bien un jeune qui soit de nationalité finlandaise, mais ça pouvait concerner aussi un jeune de nationalité extra-européenne en formation en Finlande qui allait venir faire une période de mobilité en France. Et de l'autre côté, du côté français, pour le coup, on indiquait aussi quelles étaient les conditions d'accueil d'un jeune en formation dans une entreprise française. Donc ce travail-là, il a été fait pour toutes les situations de mobilité possibles dans le cadre de ce projet, même si toutes ces situations de mobilité, malheureusement, du fait de la situation sanitaire, n'ont pas pu toutes être expérimentées dans la pratique, puisque on a eu très peu de possibilités de faire les mobilités concrètement à cause de la fermeture des frontières, à cause des conditions liées aux mobilités entre les pays, aux mobilités internationales. Mais en tout cas, le cadre juridique, il a été fixé, et tout ça, vous le retrouvez effectivement, comme l'a dit Sarah, et comme ça vous sera redit, et vous aurez les éléments aussi sur le site internet qui s'appelle CMA-coopération. Donc, l'autre point qui a été évoqué aussi, l'autre outil qui a été mis en place, c'est à l'issue de ça quelque chose de très pratico-pratique qui va indiquer pour chaque situation de mobilité les documents à mettre en place, qui doit les signer, à quel moment ça doit être mis en place, aussi bien pour permettre que, d'un point de vue du droit du travail, quand l'apprenti est considéré comme un salarié, comme c'est le cas en France ou en Allemagne ou en Italie, le jeune et l'entreprise, le cadre soit respecté. Et aussi d'un point de vue également toutes les démarches à faire d'un point de vue de la sécurité sociale et toutes les démarches à faire préalablement au départ du jeune afin que le jeune reste couvert pendant cette période de mobilité à l'étranger. Donc, oui, Sarah, je veux bien que tu changes la diapo. Donc, voilà, vous retrouverez dans le document qui est en ligne sur notre site internet, en plus, tous les liens vers les différents sites et les différents formulaires qui ont été mis en place. On a travaillé également sur des modèles de conventions de mise à disposition des jeunes. Et le projet, finalement, nous a permis de vérifier que d'un point de vue juridique, du côté italien, du côté allemand et du côté finlandais, les choses étaient relativement simples et qu'il n'y avait pas véritablement de différence entre une mobilité longue et une mobilité courte. Qu'ils souhaitaient avoir une convention, qu'il y a une convention tripartite signée à chaque fois pour permettre le départ de leurs jeunes dans une entreprise à l'étranger, qu'il n'y a pas une formalisation très importante dans les textes, en tout cas plus forte que ça prévu dans les textes, et que pour eux, ce n'est pas quelque chose qui crée un véritable obstacle. Par contre, comme je vous le disais tout à l'heure, du côté français, il y a eu, au cours du projet, il y a eu une évolution de la réglementation qui a impacté de plein fouet ce projet, puisque à partir de 2019, de fin 2019, il y a deux décrets qui sont venus, début 2020, pardon, deux décrets qui sont entrés en application et qui ont modifié les conditions de la mobilité des apprentis, les conditions juridiques, en faisant un distinguo entre les mobilités de moins de 4 semaines et les mobilités de plus de 4 semaines. Donc, ça a impacté très fortement notre projet. Pourquoi ? Parce que l'ensemble des mobilités qui étaient prévues dans le cadre du projet TRAP en France étaient des mobilités supérieures à 4 semaines. Et le nouveau cadre légal prévoit que, en cas de mobilité de plus de 4 semaines en France, le contrat d'apprentissage est en quelque sorte mis en veille en France. Il n'est pas arrêté. Mais il y a une espèce de mise en veille du contrat, en tout cas de certains éléments du contrat, et
il revient en fait au pays d'accueil de mettre en place un statut qui permette à ces apprentis qui partent pendant plus de 4 semaines d'être reconnus et de pouvoir intégrer une entreprise à l'étranger. Donc sur le papier, c'est vrai que c'était une réforme qui avait été voulue justement pour permettre aux entreprises françaises de ne pas avoir forcément à continuer de verser le salaire des apprentis qui partiraient pendant plus de 4 semaines et de libérer de certaines contraintes. Mais on s'aperçoit en fait que dans les faits, ça pose un vrai souci. Et on a eu le cas très concrètement avec l'Allemagne, puisque quand on s'est retourné vers nos partenaires allemands pour leur demander, bon ben voilà, nous on a un apprenti, mais quelle solution vous nous offrez pour qu'ils puissent rentrer dans une entreprise allemande en ayant un statut en Allemagne, ben nos partenaires allemands nous ont dit, ben nous, on n'a rien à vous proposer. Ce n'est pas du tout une situation qui est prévue. Et une personne qui intègre une entreprise en Allemagne, c'est soit parce qu'elle est embauchée avec un contrat de travail, l'équivalent du CDI ou du CDD, ou dans le cadre d'une convention de stage, mais parce qu'elle est en lien avec un centre de formation en Allemagne, mais il n'y a pas un cadre juridique spécifique pour des jeunes qui sont mis, dont le contrat est mis en veille dans leur pays d'origine. On s'est tourné du coup vers un des partenaires français, notamment vers le Pôle emploi, pour voir si du côté du Pôle emploi, on aurait pu mettre en place ce qu'on appelle une période de mise en situation de travail, une PMSMT, qui aurait permis de finalement que le Pôle emploi envoie le jeune pendant sa période de plus de 4 semaines en stage dans l'entreprise allemande. Et du coup, l'entreprise allemande aurait été... il n'y aurait pas eu besoin que ce soit l'Allemagne qui offre un statut pour l'accueil du jeune. Du côté de Pôle emploi, il nous a été répondu que ce n'était pas, en tout cas pour ce projet-là, que ce n'était pas possible. Donc du coup, face à cette situation, on a décidé d'appliquer quand même une convention de mise à disposition, de faire un prêt de main-d'œuvre à but non lucratif. Hein, c'est quelque chose qui existe dans les textes et qui est prévu. C'était en fait, finalement, c'était mettre en place l'ancien système qui avait été enlevé par la réforme. Et on a fait... qui pour nous était le seul système possible pour permettre l'accueil de ces jeunes dans les pays comme l'Allemagne ou comme l'Italie qui ne prévoyaient pas forcément de cadre pour accueillir nos jeunes français dont le contrat était mis en veille. Et on a fait remonter qu'il y avait quand même là un vrai souci juridique et a priori... on n'est pas les seuls à avoir fait remonter cette difficulté-là, et je pense que c'est un point qui devrait évoluer dans la réglementation pour permettre justement aux entreprises qui envoient des jeunes de plus de 4 semaines de décider, de choisir, d'avoir le choix en fait entre soit une mise en veille du contrat, soit une mise à disposition de l'apprenti sans mise en veille du contrat dans l'entreprise à l'étranger. Parce qu'il y a des situations, sinon, qui sont inextricables et qui ne permettent pas, du coup, d'envoyer un apprenti sur la durée longue à l'étranger. Donc voilà un des points sur lesquels on a été pour lequel on a eu un peu de difficulté, qui est pour le coup franco-français, hein, et pour lequel on a trouvé une solution qui... je pense, est difficilement généralisable, mais en tout cas, qui nous permet, nous, de faire remonter une difficulté et sur laquelle on espère que une évolution réglementaire va intervenir pour lever cette difficulté, justement. Voilà, pour ne pas prendre plus de temps et pour laisser la place à mes collègues sur les aspects juridiques. On peut couper le micro. Donc, merci Lucien. On prendra vos questions et on y répondra à la fin de ce webinaire. Là, je vais vous présenter les deuxièmes axes de travail sur lesquels nous avons travaillé dans les cadres de TRAP. C'était celui de trouver une solution au problème de la
des ressources humaines dans l'entreprise de départ et donc de trouver comment proposer à l'entreprise qui laisse partir son apprenti à l'étranger une ressource humaine des niveaux équivalents. Aujourd'hui, nous avons développé une boîte à outils que vous trouvez en ligne. Il s'agit d'outils qui aident l'organisation des mobilités croisées, qui sont celles qu'aujourd'hui on a mis en place dans le cadre de l'expérience des TRAP. Cette boîte d'outils est encore un petit peu incomplète. Il y a encore quelques outils qui sont en cours de finalisation et sera bientôt accompagné aussi par un guide qui présente comment, chacun de ces outils et aussi présente l'expérience, comment les avons utilisés dans les cadres des TRAP et présente aussi notre retour d'expérience. Donc, la solution que nous avons proposée dans le cadre des TRAP au problème du maintien des ressources humaines est celui d'organiser des mobilités croisées. Concrètement, nous avons une entreprise A et une entreprise B qui échangent un apprenti ayant le même niveau de compétences pendant la même période. Cela permet donc au chef d'entreprise de garder le même nombre de collaborateurs. Cela permet également à l'équipe de l'entreprise de départ de bénéficier de façon, disons, indirecte des bénéfices de la mobilité par le fait qu'ils accueillent un jeune d'origine étrangère. Et cela aussi permet donc à l'apprenti qui part à l'étranger de s'enrichir et de transmettre aussi cette expérience quand il sera de retour dans son entreprise, dans son pays de départ. Organiser des mobilités croisées, c'est un défi et pour plusieurs raisons. Et aujourd'hui, nous avons développé plusieurs outils qui aident l'organisation de ce type de mobilité. Donc, je n'ai pas, pour des questions de temps, la possibilité de vous présenter dans les détails chacun de ces outils. Je vais me concentrer, par exemple, sur quelques retours d'expérience que nous avons aussi appris. Aujourd'hui, par exemple, on sait qu'on parle des apprentis comme des jeunes qui peuvent partir à l'étranger sans forcément avoir des compétences linguistiques importantes parce qu'ils peuvent s'exprimer à travers leur travail, à travers les mots. Ce que nous avons constaté, c'est que certes, effectivement, c'est vrai, mais néanmoins, quand on engage des apprentis dans des expériences de mobilité, il est important qu'il y ait une maîtrise des niveaux en moyenne de la langue du pays d'accueil ou de l'anglais. Et cela est très important pour permettre aussi à l'apprenti d'exprimer et de bien faire comprendre à l'entreprise d'accueil quel est son niveau de compétences et sur quoi, en fait, sur les activités dans lesquelles il peut s'engager. Nous avons également développé un argumentaire pour aider les recrutements de ces apprentis dans ces expériences qui sera complété par une vidéo promotionnelle qui présente pourquoi, en fait, qui incite les jeunes à s'inscrire dans ce type de mobilité. Et vous verrez qu'on a développé aussi des outils pour impliquer les entreprises dans ce type d'expériences. Pourquoi c'est important de laisser partir les apprentis et pourquoi il peut y avoir une valeur ajoutée aussi à accueillir des apprentis étrangères pendant la même période. Il est vrai aussi que tous ces outils, ils peuvent être utilisés pour organiser des mobilités croisées, mais aussi des mobilités dans une seule direction. Donc, seulement que l'apprenti qui laisse partir l'entreprise qui laisse partir son apprenti ou l'entreprise qui souhaite accueillir un apprenti étranger. Enfin, nous avons également développé un argumentaire pour permettre, pour convaincre les entreprises à s'engager dans les mobilités et il y aura bientôt disponible également un vidéo promotionnel qui témoigne, vous allez les voir, il y aura des témoignages des entreprises qui ont participé à l'expérience des TRAP et qui témoignent de leur envie aussi de continuer et de s'engager dans de nouvelles mobilités.
Enfin, un retour d'expérience très important que nous avons remarqué dans le cadre des TRAP est celui de organiser un bon matching entre l'entreprise qui laisse partir son apprenti et l'apprenti qu'il va recevoir et qu'il va accueillir pendant à la place de celui qui a laissé partir. Et pour cela, il est vraiment important que les acteurs qui organisent la mobilité, ils sécurisent les projets de mobilité et qu'ils rassurent l'entreprise sur le fait que dans l'échange, certes, il y aura un certain temps d'investissement pour acculturer l'apprenti étranger au nouveau pays et à la nouvelle façon de travailler de l'entreprise, mais c'est quand même un apprenti, c'est quand même quelqu'un sur lequel il peut compter parce qu'il aura un niveau de compétence qui lui permet de travailler. Et donc, comment faire cela? Nous avons proposé, par exemple, pour rassurer l'entreprise, aux apprentis d'organiser des petites vidéos avant le départ pour se présenter et pour présenter leurs entreprises de départ, pour aussi montrer à ceux qui va accueillir, ce qui va prendre la place, quel sera le nouveau environnement de travail. Nous avons proposé, par exemple, de transmettre un portefeuille d'œuvres ou des photos où l'apprenti qui va partir montre concrètement les compétences qu'il a acquises ou montre en tout cas tout ce qu'il est capable de réaliser. Et idéalement, nous savons que ce serait important de faire rencontrer les maîtres d'apprentissage qui s'engagent dans cette expérience. La pandémie nous a empêchés d'organiser des visites d'études, mais nous a quand même permis d'organiser des rencontres virtuelles où, autour de la table, on a retrouvé les entreprises qui se sont engagées dans la mobilité croisée, les apprentis qui ont échangé leur place et les acteurs qui ont facilité l'organisation de la mobilité. Donc aujourd'hui, dans la boîte à outils que vous allez trouver en ligne, vous trouvez toute une série de documents qui vous expliquent comment organiser de façon efficace tous ces types d'actions. Ce sont des outils qui peuvent être mis en place, comme je le disais tout à l'heure, pour organiser une mobilité croisée, mais qui sont aussi certainement utiles pour bien organiser aussi des mobilités vers une seule direction. Enfin, il est important aussi de s'assurer que les feedbacks, donc les retours qui va vous faire l'entreprise que vous avez engagée dans cette expérience, il est positif et bien entendu, il faudra récolter toutes les suggestions pour améliorer ce type d'expérience. Donc, nous vous proposons un questionnaire qui s'adresse certainement aux entreprises dans les cadres des mobilités croisées, mais qui peut être facilement reproduit et retravaillé pour aussi simplement récolter l'avis d'une entreprise qui a accueilli un jeune étranger pendant une période de stage dans ces locaux. Claire, je pense que c'est une partie qui était très courte, mais je pense que les suivantes demandent un peu plus de temps. Donc, je laisse la parole à Claire Chaland. Merci Sarah, bonjour à tous. Alors moi je suis Claire Chaland, je représente la SEPR qui est un organisme de formation professionnelle situé à Lyon et je suis la directrice du département international. Et donc dans le projet, nous avons représenté le partenaire de formation, le centre de formation et en particulier le CFA. Donc la partie que je vais vous présenter maintenant concerne donc la partie plus pédagogique et en particulier, on s'est attaché à étudier comment finalement on allait intégrer cette période de mobilité longue de 2 mois, comment on allait l'intégrer dans le parcours pédagogique et comment on allait faire en sorte qu'un apprenti qui s'absente 2 mois du CFA et de son entreprise ne perde pas de connaissances, en partie sur les enseignements généraux, et ne soit pas en difficulté au moment de passer l'examen.
Donc, ce que vous trouverez en termes vraiment de résultats concrets et de production que vous allez pouvoir exploiter, c'est un guide méthodologique qui est construit de façon chronologique, comme la présentation que je vais vous faire maintenant, puisque dans la mobilité, il y a bien 3 temps, avant, pendant et après. Et du coup, ce guide, il est construit de cette façon-là. Vous trouverez aussi des modèles de documents, comme pour les autres productions intellectuelles, et puis une collection d'outils digitaux qui est très bien faite, qui a été faite par notre partenaire italien, qui sont des outils digitaux à destination des enseignants pour pouvoir enseigner à distance. Voilà. Alors, il y a des choses sur lesquelles je ne vais pas revenir parce qu'il y a beaucoup de choses déjà qui ont été dites. Juste pour vous dire qu'au sein du consortium, on s'est entendu sur le fait que les critères de sélection pour envoyer un apprenti en mobilité longue étaient la motivation du jeune, sa maturité et sa fiabilité, parce que le jeune, il part 2 mois, il part tout seul, et le but, c'est qu'il ne soit pas en difficulté, donc il faut qu'on le juge suffisamment mature et fiable aussi pour représenter notre organisation à l'étranger. Et comme l'a déjà dit Sarah, j'y reviendrai pas, mais c'est vraiment quelque chose qu'on a retenu comme une bonne pratique, c'est la vidéo de présentation, en anglais bien sûr, qui remplace une lettre de motivation écrite. Et c'est un outil qui est beaucoup plus interactif. Et du coup, on parle de professionnel à professionnel et les entreprises ont beaucoup, beaucoup apprécié. Alors, on va commencer par se concentrer sur avant la mobilité. Et je vais aussi vous préciser que nous avons envoyé une apprentie qui était en 2e année de bac pro maintenance de véhicules automobiles. C'est une jeune qui s'appelle Eva. Donc, avant de partir, Eva, on l'a préparée pour qu'elle soit à l'aise sur la partie linguistique. Donc, à la SEPR, on a des ateliers de conversation orale qui tournent toute l'année avec des volontaires en service civique qui animent ces ateliers. Et du coup, pendant 7 ou 8 séances, eh bien, on l'a entraînée pour qu'elle soit plus à l'aise en arrivant en Allemagne, puisque Eva travaille toujours d'ailleurs chez Renault Trucks en France, et elle est partie 2 mois chez Mercedes en Allemagne, et en contrepartie, Mercedes a accueilli l'apprenti allemand de Renault Trucks, a accueilli l'apprenti allemand de Mercedes. Autre outil très intéressant pour la partie automobile, c'est une application digitale qui a été créée par la NFA, qui s'appelle Autolinguo, qui est téléchargeable sur un smartphone, donc les jeunes peuvent toujours l'avoir avec eux. Tous les termes techniques sont traduits dans 5 langues. 5 langues, il y a les photos, on peut entendre la traduction. C'est un outil qui est très pratique et dont Eva s'est beaucoup servi. Également, nous avons notre coordinatrice Erasmus à la SEPR a construit des Padlets, donc des outils digitaux sur lesquels les apprentis peuvent trouver toutes sortes de ressources et d'outils. Et avant de partir, Eva, elle a pu aller se renseigner sur des parties très administratives, sur les dernières informations en lien avec le Covid, comment préparer sa valise, etc. Donc, c'est le genre de support digital qui est à disposition permanente des apprentis et qui leur permet de bien se préparer avant de partir en mobilité. Alors, je vous propose maintenant de nous concentrer sur la partie des compétences professionnelles, puisqu'avant que l'apprenti ne parte en mobilité longue, il va falloir identifier quel type d'activité professionnelle on va lui confier et quels sont les résultats d'apprentissage attendus, qu'on appelle très souvent en anglais les learning outcomes. Pour cela, on a identifié 4 étapes. Déjà, on va présenter à notre partenaire étranger le contenu de notre diplôme d'une façon très simple et très compréhensible. Ensuite, on va identifier parmi toutes ces compétences du diplôme lesquelles on souhaite que notre jeune acquiert pendant sa mobilité. Ensuite, on va s'assurer que ces compétences-là, elles sont bien réalisables à l'étranger et vous verrez que c'est une étape importante parce que finalement, on ne peut pas toujours faire acquérir à l'étranger les compétences que l'on souhaite. Et une fois qu'on aura fait tout cela, on pourra formaliser dans le contrat pédagogique. Alors, la première étape consiste à pouvoir présenter de façon simple
et facilement compréhensible à notre partenaire étranger ce qu'il y a dans le référentiel de formation pour qu'il ait une idée du diplôme que le jeune suit. Donc, pour cela, il y a un outil très pratique qui existe, qui s'appelle le supplément au certificat. Et vous pouvez télécharger sur le site de France Compétences le supplément au certificat du diplôme que le jeune que vous allez envoyer à l'étranger prépare. Et ça permet d'avoir une vision simple à envoyer à votre partenaire étranger. Je vais un peu vite, mais s'il y a des questions, comme ça, on aura le temps de les prendre après. Deuxième chose, il va falloir maintenant s'attacher à identifier les compétences que l'on souhaite que notre jeune acquiert dans l'entreprise étrangère pendant cette période de mobilité. Donc, ces compétences, elles vont varier déjà en fonction de la période d'envoi. Que si vous envoyez votre apprenti au printemps ou à l'automne, on n'en est pas tout à fait au même point dans l'évolution des compétences. Donc, il va falloir identifier quelles compétences, quel type d'activité l'entreprise étrangère va pouvoir confier à notre apprenti et quel type de tâches vont pouvoir lui être confiées pour acquérir ces compétences. Une fois qu'on a fait cela, on le présente à notre partenaire étranger et on vérifie avec notre partenaire que c'est bien réalisable. Je vous donne un exemple. L'échange en coiffure n'a finalement pas pu avoir lieu malheureusement à cause de la pandémie, mais nous avions prévu d'envoyer un apprenti de BP coiffure en Finlande. Et nous avions prévu de lui faire travailler les cheveux frisés et la permanente. Et en fait, on s'est aperçu, en discutant avec notre partenaire finlandais, que ce n'était pas possible parce qu'en Finlande, tout simplement, dans les salons de coiffure, ils ne travaillent pas la permanente. Donc, c'est toujours important de vérifier que les compétences que l'on souhaite faire acquérir sont bien réalisables à l'étranger. Et puis, comme Sarah Botti l'a déjà précisé, c'est cette idée de faire une visio, à défaut de pouvoir se rencontrer physiquement, réunissant les deux apprentis, les deux entreprises et un formateur de pratique, les coordinateurs pédagogiques, avant l'échange, permet de se redire les choses, de bien reposer les compétences à travailler à l'étranger, et ça permet aussi aux entreprises de se connaître, ça permet de commencer à faire des ponts entre les entreprises et que tout le monde entende bien la même chose avant le départ en mobilité. Une fois qu'on a fait tout ça, on peut très sereinement compléter l'annexe pédagogique, le Learning Agreement Erasmus, et tout le monde aura connaissance des mêmes informations. Alors ça, c'était pour la partie enseignement professionnel. On va maintenant s'attacher à regarder ce qu'il en est pour les enseignements généraux. Puisque l'apprenti part en mobilité pendant 2 mois, donc vous voyez, il y a un petit schéma en haut à droite de ma slide, et vous voyez que notre apprentie, elle est partie sur octobre-novembre. La partie en vert, c'est lorsque Eva devait être au CFA. Donc pendant 3 semaines, Eva n'a pas été au CFA en France. Et du coup, il a fallu nous organiser pour que Eva puisse malgré tout ne pas être déconnectée de ses enseignements généraux, tout en bien sûr ne rattrapant pas très exactement tous les enseignements généraux, sinon elle aurait travaillé le jour et la nuit. Donc pour cela, on a créé une boîte à outils avec plein d'outils digitaux hyper intéressants dont les enseignants peuvent se saisir, que vous verrez sur la diapo qui se trouve après. Et je vous invite à aller voir sur le site internet. C'est très bien fait, ça explique à quoi servent les outils digitaux, comment on peut s'en servir, etc. Et ça a permis à nos enseignants de communiquer et d'enseigner à distance pendant une demi-journée par semaine, parce que nous avons décidé de baliser une demi-journée par semaine pendant laquelle Eva ne s'est pas rendue en entreprise. Donc, elle était au sein de notre partenaire et elle se connectait à distance pour échanger avec ses profs d'enseignement généraux, ne pas perdre le fil, pouvoir consulter des ressources pédagogiques, éventuellement rendre des devoirs, etc.
Et puis, nous avons également utilisé notre plateforme digitale, qui est une plateforme Moodle que l'on a à la SEPR. Et vous voyez sur cette diapo que nous avons créé un espace spécial pour Eva et ses enseignants. Nos enseignants sont allés déposer leurs ressources pédagogiques et Eva pouvait y avoir accès à distance. Et elle avait des visios chaque vendredi après-midi à tour de rôle avec ses enseignants pour vérifier qu'elle avait bien compris et qu'elle n'avait pas de questions complémentaires. Je vais passer parce que je vois que le temps passe vite, donc je vais aller surtout à l'essentiel. Vous dire aussi que ce qu'on a fait au retour, bien entendu, c'est que l'on a fait une réunion avec l'ensemble des formateurs pour s'assurer que Eva n'avait pas pris de retard dans l'apprentissage de ses enseignements généraux. Et si besoin, on a apporté des remédiations pour lui permettre de rattraper certaines choses. Mais dans l'ensemble, on peut dire que ça s'est très bien passé. Et si on devait retenir un point de vigilance pour les prochaines mobilités longues, c'est de bien préparer les équipes en amont sur la partie digitale, bien s'assurer que chacun est à l'aise avec les outils digitaux, parce que finalement, c'est pas si simple d'enseigner à distance. Voilà, j'ai pris un petit peu de retard, Sarah, mais ça va, hein. Voilà pour la partie de comment nous avons assuré la continuité pédagogique. Et je vais maintenant vous présenter la dernière production intellectuelle du projet, qui est la reconnaissance et la valorisation des acquis professionnels développés à l'étranger. Donc ça, c'est un aspect très important et très intéressant du projet, puisque effectivement, quand les apprentis partent en mobilité courte, très souvent, les outils de reconnaissance qui sont utilisés, c'est les outils Europass, et notamment l'Europass Mobilité, dans lequel on consigne les compétences acquises, mais pas que, il y a aussi toutes les aptitudes transversales. Mais nous, on a eu envie d'expérimenter vraiment la démarche ECVET. Donc, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Et puis, bien entendu, on a utilisé aussi d'autres outils de reconnaissance, comme l'unité facultative de mobilité. Alors, on a pu l'utiliser parce que Eva, elle est en bac pro mécanique auto. Donc, l'unité facultative UV Mobilité s'applique au bac pro. Et vous verrez qu'on a aussi mis en œuvre les open badges, pour permettre aux jeunes d'avoir une vraie reconnaissance à travers un QR code qu'il peut mettre sur son CV, que les entreprises qui vont regarder son CV peuvent aller consulter. Alors, concernant l'expérimentation de la démarche ECVET, je dirais que le maître mot de cette démarche-là, c'est la confiance. Pourquoi ? Parce qu'on va complètement déléguer à notre partenaire étranger l'évaluation des compétences. Donc, Eva, en bac pro méca auto, elle était censée avoir une évaluation en entreprise en octobre-novembre. Eh bien, ce qu'on a fait, c'est qu'on a délégué à notre partenaire allemand, BWHW, et à l'entreprise allemande, le fait d'évaluer cette épreuve exactement selon les mêmes modalités que si Eva avait été évaluée en France. Donc, on a pu le faire aussi parce que c'est une épreuve de CCF, de contrôle en cours de formation. On a été soutenu et accompagné par le rectorat de Lyon qui a suivi cette expérimentation de très près, hein, pour montrer que finalement, qu'un apprenti soit évalué dans une entreprise française ou dans une entreprise à l'étranger, ça ne change rien à partir du moment où on utilise les mêmes grilles d'évaluation. Donc, Eva, à la fin de ces 2 mois, eh bien, elle a été évaluée par Mercedes selon une grille qui avait été fournie par la SEPR, une grille que nous avons traduite en allemand pour que son tuteur allemand puisse comprendre ce qu'il avait à évaluer. Et ça s'est très bien passé et Eva a brillamment réussi son épreuve U31 qu'elle aurait pu passer en France, mais que là, elle a eu la chance de passer chez Mercedes en Allemagne. Je vous en ai parlé, on a également utilisé l'UV Mobilité. Donc Eva a eu une partie de son évaluation en Allemagne. Quand elle est revenue, elle a eu
une soutenance, on va dire ça comme ça, devant un jury. Elle a présenté son expérience et tous les points qui sont supérieurs à 10 comptent pour l'obtention de son bac pro et donc sont profitables pour son évaluation finale. Donc ça, c'est aussi une reconnaissance officielle de la période de mobilité. Nous avons également délivré, là vous voyez le certificat que Renault Trucks a délivré à l'apprenti allemand. Donc on a trouvé que ce certificat sur papier en tête de l'entreprise qui focus vraiment sur les compétences pro était un plus et était un vrai bénéfice pour le portfolio des apprentis. Nous avons également délivré un certificat par les centres de formation. Et puis, pour terminer, nous avons expérimenté les Open Badges. Donc, on a regardé les 7 compétences, on en a identifié 7. Les 7 compétences, qu'elles soient professionnelles ou plutôt aptitudes transversales, que l'on trouvait pour un mécanicien, pour un apprenti de mécanique auto qui partait à l'étranger. Je crois que je les ai un petit peu plus loin. Voilà, donc il y a à la fois des soft skills et puis à la fois des compétences très professionnelles. Et on s'est dit que ça représentait un peu la base de l'apprenti mécanicien qui partait en mobilité en Europe. Et à partir du moment où le jeune coche l'ensemble de ces 7 compétences, eh bien, on lui délivre un badge qui est soit un lien, soit un QR code. Le jeune peut l'insérer dans son portfolio numérique et l'entreprise qui regarde ce portfolio peut avoir accès et avoir la certitude que le jeune est parti à l'étranger et a développé ses compétences professionnelles. Voilà, je suis allée un peu vite. Il y a beaucoup de choses à dire. Ça a été un projet extrêmement intéressant, extrêmement utile. Notre souhait, c'est bien sûr de continuer à développer la mobilité longue des apprentis. On a beaucoup d'outils, on a vu ce qui a marché, on a vu ce qui n'a pas marché. C'est l'intérêt de ce genre de projet. Il y a des choses où on s'est un peu cassé les dents. Ben maintenant, on sait comment faire. Et j'ai vu tout à l'heure passer des mails sur EuroApp Mobility qui est très impliqué dans la mobilité longue des apprentis. Donc, c'est quelque chose qu'on souhaite aussi nous développer en partenariat avec eux. Et voilà, on espère que tous ces guides vous seront utiles et on est à votre disposition pour échanger plus amplement. Je vais relaisser peut-être la place à Sarah. Et puis surtout, c'est s'il y a des questions. Oui, bien sûr. Lucien, tu as déjà répondu à certaines questions sur l'I1. Est-ce que tu reprends ou... Est-ce qu'il faut que je coupe mon micro? Oui, je peux... Donc oui, il y avait quelques questions sur la partie juridique auxquelles j'ai répondu dans le chat, et notamment sur le fait d'avoir creusé aussi la possibilité d'une convention de stage avec le conseil régional. Donc ce que je disais, c'est qu'effectivement, c'est pas forcément c'est pas une solution qu'on a creusée pour le coup, et c'est vrai qu'on aurait pu le faire. On a pris tout de suite plutôt la décision de regarder du côté de Pôle emploi, parce que Pôle emploi était un peu associé au projet, quoi. Ils étaient membres du projet, et l'idée c'était de trouver une solution qui derrière puisse être généralisée sur l'ensemble du territoire et pas forcément dépendre des positions de tel ou tel conseil régional, puisqu'on sait que on peut avoir des fois un peu plus de souplesse sur certains territoires. Donc voilà, mais c'est vrai qu'on aurait pu demander au conseil général, au conseil régional, pardon, avec de donner le statut de stagiaire de la formation professionnelle à Eva quand elle est partie en Allemagne.
Donc, c'était bien une convention de mise à disposition à but non lucratif qu'on a utilisée, qui est prévue par le Code du travail. Je vous ai mis dans la discussion les articles du Code du travail sur lesquels on se base. C'est quelque chose qui est assez courant, en fait, ces conventions de mise à disposition à but non lucratif. Et c'est vrai qu'il n'est pas indiqué que qu'on ne peut pas l'appliquer aux apprentis. Donc, c'était d'ailleurs les dispositions qu'on appliquait avant le changement de réglementation, mais c'est quand même pas très satisfaisant parce que vu qu'on a un texte spécifique aux apprentis, normalement le texte spécifique aux apprentis est censé prendre le dessus sur un texte un peu généraliste comme celui qui prévoit la convention à disposition à but non lucratif. Et enfin, Sabine posait la question de la convention d'accueil, la convention de stage pour l'accueil des jeunes qui date de 2009. Alors, cette convention qui est prévue par une circulaire du 31 juillet 2009, déjà, je ne suis pas sûr que cette circulaire continue d'être appliquée, soit encore effective aujourd'hui. Et cette circulaire-là, elle prévoit effectivement les conditions dans lesquelles la France peut accueillir des jeunes qui viennent en France pour faire un stage, y compris dans des programmes européens, mais elle ne s'applique que pour des jeunes de nationalité de pays tiers à l'Union européenne. Donc là, on n'a pas eu cette situation-là. Effectivement, si le jeune qui venait d'Allemagne, qui nous a été envoyé par le garage Mercedes en Allemagne, avait été d'une nationalité justement autre qu'allemande et non européenne, sans doute on l'aurait appliqué. Ouais. Avec tout un process, parce qu'il n'y a pas qu'une convention de stage, il y a aussi un visa spécifique à demander, etc. Donc, c'est des choses qui sont évoquées justement dans le document qui est mis en ligne sur le site CMA Coopération, où là, vous avez vraiment des choses un peu plus précises. Pour les questions juridiques, je pense. Alors, je vois qu'il y a une question de Michael Fumex sur EGVET. J'ai oublié de vous dire que dans le cadre de ce projet, on a été accompagné par un expert EGVET qui s'appelle Thierry Joseph et qui a pu nous accompagner dans la démarche, donc c'était très appréciable. Alors, EGVET, en fait, c'est plus une méthodologie. Une méthodologie qui consiste en fait à traduire les compétences en acquis d'apprentissage de façon à ce qu'ils soient clairement compréhensibles par l'entreprise qui va accueillir notre apprenti et de permettre ensuite l'évaluation à l'étranger sur la base de ce que je vous disais tout à l'heure qui est très important, c'est-à-dire la confiance. On va complètement déléguer l'évaluation aux partenaires étrangers. Alors, et puis ensuite, bien sûr, ce qui est important, c'est que cette évaluation, elle soit rapportée et valorisée officiellement dans le diplôme français. Alors nous, on l'a expérimenté sur une situation de CCF, ce qui laisse plus de flexibilité, puisque quand on est en CCF, on évalue les apprentis sur des périodes et on n'est pas sur un jour précis qui est le même pour tout le monde. Et nous, on a évalué les compétences professionnelles. Je dirais que si l'épreuve étant ponctuelle et à partir du moment où le certificateur vous donne son accord, ça peut être l'éducation nationale, ça peut être une branche professionnelle, ça peut être le ministère du Travail, suivant le diplôme que vous choisissez. Mais moi, je pense que si l'évaluation est ponctuelle, ça peut malgré tout se faire, tout à fait. Ce qu'il y a, c'est qu'on aura moins de latitude et de flexibilité sur à quel moment on évalue le jeune. Ça se fera à un moment précis. Pour autant, la méthodologie EGVET et tout le travail de découpage en acquis d'apprentissage, évaluation par le partenaire étranger et valorisation dans le diplôme français, pour moi, reste la même et tout à fait possible. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions sur la partie pédagogique. Il y a une question sur académique. Il y a une question sur la mobilité du cadre académique. Qu'en est-il de la mobilité dans le cadre académique? Un pratique est obligé, pour être diplômé, de faire un programme d'échange. Je peux essayer de répondre, peut-être.
Oui, vas-y, Lucien. Donc, alors, je ne sais pas si, par rapport à la question que pose Florence Nguyen, qu'en est-il de la mobilité dans le cadre académique? Un apprenti est obligé, pour être diplômé, de faire un programme d'échange à l'international ou sur un des campus de l'école. Je pense que le jeune soit obligé ou pas, ou que ce soit une mobilité, on va dire, obligatoire ou une mobilité optionnelle, on va dire, dans le cadre, comme ça a été le cas, là, par exemple, pour la jeune Eva. En tout cas, sur la partie juridique, c'est les mêmes conditions qui vont s'appliquer sur la partie réglementaire. Après, peut-être que sur la partie plus pédagogique, j'imagine que s'il y a des choses, si c'est prévu dans le diplôme, forcément, il y aura sans doute un cadre pédagogique et des conditions comme c'est le cas, je pense, sur certains des licences, etc., internationales, où je pense qu'au niveau des établissements et du suivi des jeunes, il y a des choses qui sont déjà bien cadrées pour permettre le suivi du jeune. Je ne sais pas si c'était le sens de la question de Madame Nguyen, mais en tout cas, moi, pour la partie que je maîtrise mieux, c'est-à-dire la partie juridique, que ce soit une mobilité, en tout cas obligatoire ou pas, le cadre juridique, pour moi, reste le même. Alors, je vois la question de Nadia Gontier. Avez-vous rencontré des réticences de la part des entreprises ou avez-vous choisi les entreprises en fonction de leur volonté de s'ouvrir sur la mobilité de leurs apprentis? Alors, c'est évidemment une question très intéressante et l'entreprise, elle est bien sûr au centre de ce projet parce que pour l'entreprise, c'est quand même une petite révolution de laisser partir leur apprenti pour une période aussi longue. On sait que déjà pour des mobilités courtes de 2 semaines, on a encore parfois des entreprises qui ne laissent pas partir leur apprenti parce que c'est trop compliqué de gérer l'absence de main-d'œuvre. Et ça c'est tout le cœur du projet. Alors nous, on a eu la chance de travailler avec une grosse entreprise qui est Renault Trucks, qui est une entreprise ouverte déjà sur l'international et qui a voulu jouer le jeu et surtout qui s'est saisie de ce projet pour faire rentrer l'international dans son entreprise. Et le directeur de Renault Trucks nous disait à quel point ça avait été bénéfique finalement pour l'équipe, pour l'esprit d'équipe, pour le fait qu'ils se mettent à parler anglais, qu'on fasse arriver un étranger dans leurs équipes. Ça a été extrêmement profitable pour toute l'équipe. Mais si je prends l'exemple de la coiffure, qui n'a finalement pas pu se faire, mais c'est un exemple intéressant. On sait que les coiffeurs ont été très impactés par le Covid et qu'il y a quand même un certain nombre d'apprentis qui ont laissé tomber cette formation et il y a une grosse tension sur le recrutement de coiffeurs, qu'ils soient salariés ou apprentis. Et du coup, on avait des jeunes en coiffure qui étaient intéressés pour partir, mais on n'a pas eu d'accord d'entreprise parce que les salons de coiffure étaient trop à flux tendu et malgré le fait qu'il y aurait eu une réciprocité, pour eux, ça leur paraissait un challenge trop important étant donné le manque de main-d'œuvre qu'ils ont dans leur entreprise. Donc, je dirais que si on veut vraiment que la mobilité longue, elle soit réussie, déjà, la réciprocité est à mon avis la clé. On ne peut pas dire à une entreprise votre apprenti va partir pendant 2 mois, mais vous n'aurez personne en contrepartie. Donc ça, c'est la base, c'est la réciprocité simultanée. Et j'ai perdu mon idée. Voilà, oui, bien sûr, il faut travailler main dans la main avec les entreprises, il faut les informer, il faut leur expliquer les bénéfices de la mobilité pour leurs apprentis et aussi pour leur propre personnel, tous les bénéfices d'accueillir un apprenti chez eux. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Donc, tous les outils que nous avons développés dans le deuxième axe de travail, donc vous avez, parmi ces outils, en tout cas, vous allez voir, il y a, c'est toute l'essence d'avoir construit des argumentaires, d'avoir proposé des vidéos qui vont être bientôt avec des témoignages des entreprises qui ont participé à cette échange, qui sont des outils qui aident à combattre ces réticences.
Sachez aussi que les guides que nous avons produits sont aussi riches des retours d'expérience, non seulement de la partie française, mais aussi de la partie des partenaires, qui, par exemple, en Allemagne, on a découvert que la mobilité croisée sur exactement la même période, c'était pas la même pour la mobilité. Et il y a une volonté de reproduire ce type d'échange, mais de permettre aux apprentis de s'échanger, qui s'échangent, de s'échanger ou alors de permettre à ces apprentis de réduire la mobilité, rester sur une période de 5-6 semaines, mais permettre d'abord de réaliser la mobilité, par exemple, dans un pays, ensemble pour les apprentis, et après, de reproduire la mobilité dans l'autre pays. Donc, l'expérimentation qui a aujourd'hui en Amoné est une, mais les possibilités sont différentes et mérite d'être explorée. Aujourd'hui, donc, nous arrivons à la fin de ces webinaires, pour lesquels je remercie les intervenants pour participer à présenter leur retour d'expérience. Je vous remercie à tous d'avoir participé, d'avoir été tant actifs sur les questions du projet. Je répète, le fait que tous les outils et les guides que nous avons produits dans le cadre de ce projet, ils sont disponibles, ils seront bientôt disponibles sur la plateforme CMA Coopération. Ils sont téléchargeables et actualisés. Et pour toute autre question, n'hésitez pas à contacter moi-même ou Claire Chaleron. Je vous remercie encore et je vous souhaite Merci tout le monde, au revoir. Au revoir, merci. J'essaie d'écouter, mais ton ordi, c'est bloqué.